surtout aucun bruit. Vous entendez? Ah, les cigales qui chantent, ça c'est bien le signe de l'été qui approche, ça. Bah ça y est, elles nous ont vus. Bon, eh bien bonjour et bienvenue dans le Pourquoi du Comment qui se met en mode soleil et palmier cette semaine. C'est vrai qu'avec cette météo qui se réchauffe, ça donne envie de faire l'école buissonnière et d'aller lire un bon bouquin au bord de l'eau, non? Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez que l'expression « faire l'école buissonnière » a une origine religieuse? Si, je vous assure, on ne dirait pas comme ça, mais si. Allez, je vais tout vous expliquer. Lorsqu'on utilise cette locution, on pense immédiatement à des enfants qui désertent les salles de classe pour aller se rouler dans les champs et jouer à cache-cache dans les buissons. Eh bien, pas du tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Direction le Moyen-Âge pour tout comprendre. À cette époque, l'éducation est un luxe que peu de parents peuvent offrir à leurs enfants et c'est le clergé qui assure l'éveil des plus jeunes à l'écriture, la lecture, la foi et l'administration des affaires religieuses. Chaque église, cathédrale, abbaye et monastère avait son école qui formait majoritairement des enfants destinés à entrer dans les ordres. Mais petit à petit, des laïcs externes se joignent aux enseignements et l'attrait s'accroît pour l'éducation dispensée par l'Église. Du coup, aux environs du XIe siècle, dans les grandes villes comme Paris, les écoles du cloître sont surchargées. Alors les clercs, qui avaient terminé leurs études, se mettent à bâtir des structures similaires dans chaque paroisse de la ville, puis dans chaque quartier. C'est ce qu'on appelait les petites écoles, pensées pour les enfants peu aisés qui ne se destinaient pas particulièrement à la vie sacerdotale. On y dispensait le même enseignement que dans les écoles monastiques ou épiscopales, et parce qu'elles étaient une initiative du clergé, l'Église en avait naturellement le contrôle. À Paris, ces structures étaient sous la responsabilité du chantre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le chantre est le nom donné à la personne qui est chargée de chanter et de faire chanter l'assemblée au cours des offices. Mais bien plus qu'un simple choriste religieux, le chantre avait des responsabilités importantes auprès de la communauté. Parmi elles, il y avait la gestion de ces petites écoles au quotidien. Il fixait le nombre d'élèves qu'elles pouvaient recevoir, édictait des règles de vie, s'assurait du respect du temps liturgique, entre autres. Mais ce pouvoir est petit à petit très décrié. Les maîtres et les maîtresses reprochaient notamment au chantre une redevance qu'ils devaient payer. En fait, tous les enseignants étaient taxés au 50e de leur revenu, un impôt qui était destiné au chantre de Notre-Dame de Paris, donc au diocèse. Et c'est pour contourner cette redevance que des écoles clandestines se sont créées dans les buissons. Enfin, plus précisément dans les forêts, les champs, la végétation des environs, quoi. C'est donc à partir de cette époque qu'on commence à parler de façon imagée d'écoles dans les buissons. Mais la locution, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, s'est réellement affirmée aux environs du XVIe siècle, au moment de l'apparition de la doctrine protestante de Luther. Ses disciples n'osaient pas prêcher ni enseigner ce nouveau courant en public, et ils avaient créé des écoles clandestines abritées par la nature, que l'on a appelées des buissonnières. Et voilà d'où vient l'expression « faire l'école buissonnière ». Vous voyez quand même qu'il y a une fois de plus un glissement de sens, parce qu'aujourd'hui on l'emploie pour dire qu'on fuit les salles de classe pour se la couler douce, alors qu'à la base, ce sont bel et bien des rendez-vous cachés pour étudier et vivre sa foi sans contrainte. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors, sans faire l'école buissonnière, je vous souhaite de pouvoir profiter de ce beau soleil et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Bye!